Bonjour. En fait, je suis française-américaine. Ma maman était française. Alors, je parle français, mais pas très bien. Mais je vais tenter de parler en français, mais si je cherche des mots, il faut que vous m'aidez un peu. Alors, mon expérience, c'est plutôt 30 ans de lancer des sociétés. J'ai lancé MTV Music Television en Europe. Mais avant ça, il faut que je raconte un peu sur mes parents qui étaient des entrepreneurs eux-mêmes. Même s'ils étaient des petits commerçants, c'était quand même des entrepreneurs. Et mon papa était italien et après la guerre, ils sont venus en Amérique avec rien du tout. Et des immigrants, comme beaucoup d'immigrants en Amérique. Et ils ont beaucoup bossé et ma maman est devenue une coiffeuse très célébrée. Elle avait comme cliente Mia Farrow, Pat Nixon, Shirley Bassey, Shirley MacLaine. Elle était connue pour la coupe de gamine dans l'époque. Et mon papa a bien réussi aussi. Il est devenu cuisinier. Et il a cuisiné pour President Kennedy, Eisenhower, Robert Redford, Frank Sinatra. Alors, dans leur cas spécial, je pense qu'eux aussi, ils ont bien réussi en étant entrepreneurs, mais petits. Alors, je dis tout le temps que ce n'est pas nécessaire d'avoir le capital pour devenir entrepreneur, mais si on veut lancer une société qui a une pleine croissance, scalable, world domination, il faut quand même avoir beaucoup d'assistance des gens autour de nous. Et je vais parler de tous les trucs que des investisseurs cherchent après que je partage un peu sur mon expérience. Alors, je suis allée à Georgetown University, International Economics, et quand j'ai fini, j'ai tout payé moi-même, hein, j'ai travaillé depuis que j'avais 7 ans. Mais après Georgetown, je ne me voyais pas travailler pour des grandes sociétés, des grandes corporations, des banques et tout ça. Et j'ai rencontré un entrepreneur qui était en train de lancer une société dans l'informatique. C'était 1977. Alors l'Internet n'existait pas, même le PC. Et il avait l'idée de lancer une société qui donnait toutes les spécifications pour les ingénieurs. ISO, UL, Military Specifications, parce qu'à l'époque, c'était que en papier. Alors, c'était très dur pour les ingénieurs de nuclear submarines ou même les chaises, n'importe quel produit, d'avoir les spécifications courantes pour les dessins, to rework, pour refabriquer et tout ça. Alors, il a eu un investisseur de Detroit et on a financé un énorme mainframe computer. Comment on dit mainframe computer? Les énormes ordinateurs dans l'époque. Et là, on avait des synopses de toutes les spécifications d'engineering et on les a revendus au gouvernement, les grandes sociétés comme McDonnell Douglas, Grumman, et même l'ambassade de la Russie. Et on a très bien réussi. En fait, on a arrivé à avoir notre point mort dans presque 2 ans. Et en fait, on était racheté après 5 ans par une société allemande qui s'appelle Thyssen-Bornemisza. Après ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai fait mon application pour Harvard Business School. Vraiment pour voir seulement si je peux arriver à être acceptée, mais j'étais acceptée. Et il n'y avait que 17% de femmes à cette époque. Alors, c'était quelque chose, un peu, how do you say? Extraordinaire, peut-être pas extraordinaire, mais différent. Different. Il n'y avait même pas de toilettes pour des femmes encore. Mais j'ai gardé toujours mon esprit d'être entrepreneur, mais je voulais vraiment apprendre les finances parce que on ne peut pas avoir une société sans avoir le capital et sans vraiment avoir
la compréhension de ce que les investisseurs cherchent et de comment on peut agrandir une société vraiment dans cette époque. Alors après, j'étais en fait cherchée par un chasseur de tête pour lancer MTV Music Television en Europe. Ça existait déjà depuis 5 ans en Amérique. C'était un grand succès. Mais même à cette époque, les gens en Europe, soit en Allemagne ou même en Amérique, ce n'est pas quelque chose d'européen, mais tout le monde, en fait, se moquait un peu de nous. Parce qu'ils disaient, mais pourquoi avoir une chaîne de télévision 24 heures sur 24 heures avec que des musiques vidéos? Alors ça, c'est un truc qu'il faut apprendre en étant entrepreneur et d'être très confortable que les gens se moquent de toi. Parce que sinon, on ne va jamais arriver. Alors, et on a eu beaucoup de chance parce que les artistes étaient très supportifs de nos efforts. C'était l'époque de Michael Jackson, and Sting, and Whitney Houston, and Pink Floyd. Alors, pour leurs European Tours, on était le opening act. Avant qu'ils allaient sur the stage, il y avait la première partie, 30 minutes de MTV, et après le concert, on emmenait les collaborateurs, les advertisers, sponsors, les droits, les sociétés de droits, pour rencontrer les artistes. Alors, ça, c'est une sorte de strategic partner, que je vais parler aussi plus tard, ce que les investisseurs cherchent. Mais pour nous, les strategic partners, c'était vraiment les artistes parce qu'ils n'étaient pas contents avec la situation de musique à cette époque. C'était beaucoup de backsheesh et ils n'arrivaient pas à faire tourner leur musique. Alors, j'ai fait ça pendant 30 ans. J'étais numéro 2. J'ai géré la distribution, chiffre d'affaires, recherche, promotion, avec une équipe vraiment très diverse. On n'avait pas que beaucoup de nationalités, mais femmes, hommes, jeunes, vieux, dans toutes les fonctions. Et c'est pour ça, je pense qu'on a bien réussi, parce qu'on avait beaucoup de points of view, des opinions différentes. Après, je suis tombée amoureuse d'un Français et je suis venue en France. Et c'était l'époque de la petite sirène. Alors, c'était le début, en fait, de tous les produits dérivés. Alors, pour les sociétés de films, ça représentait un autre chemin de chiffre d'affaires. On a le film, télévision, câble. Alors là, produits dérivés. Et c'était plus pure cash parce qu'on on prenait 10% de chaque produit vendu. Et on a signé plein d'accords avec des grandes sociétés, des petites sociétés. Et c'était vraiment aussi un moyen de faire le marketing pour le film. Alors, c'était un win-win, synergistic sort of relationship avec le film et aussi les produits dérivés. Maintenant, on prend ça pour acquis, mais c'était vraiment quelque chose de nouveau à l'époque. J'avais mon bureau sur les Champs-Élysées. Ça marchait assez bien, mais je ne pouvais pas résister à lancer une autre société parce que j'ai vu que les sociétés qui avaient la licence avec Disney faisaient beaucoup d'argent. C'était vraiment un ticket pour imprimer les dollars. Alors, j'ai lancé une société dans les cartes, greeting cards, des cartes, des papiers, des produits papier, des trucs comme ça. Et j'ai utilisé les dessins des artistes. J'avais plein de copains qui travaillaient chez Disney qui m'a aidé. Et j'ai emmené tous ces prototypes à Monoprix, Carrefour, Boots. Et avec la licence Disney, ça donnait la crédibilité. Alors, ils ont ouvert les portes pour moi. C'est encore strategic partner. Et j'ai beaucoup vendu et j'ai eu... Alors, attendez. Alors, j'ai eu des commandes. Et avec ces commandes-là, je suis allée à BNP Paribas et ils m'ont donné un credit line pour que je puisse fabriquer les cartes. Et après 2 ans, j'étais partout en Europe avec mes cartes. Et j'ai eu une offre de American Greetings, c'est une grande société de cartes en Amérique, pour me racheter.
parce que c'était plus facile, et on va parler de ça plus tard, mais c'était plus facile pour eux de m'acheter au lieu de lancer quelque chose eux-mêmes. Parce que déjà, j'avais la distribution, j'avais le talent, j'avais les relations avec les artistes, avec Disney. Alors, c'est plus facile pour des grandes sociétés de racheter des sociétés souvent que de lancer quelque chose eux-mêmes. Surtout comme c'est un esprit qui n'est pas très innovatif dans ces sociétés comme ça. Alors, ça, c'est un moyen de réussir en étant entrepreneur et de vendre la société. Après ça, j'étais contactée par America Online. Et c'était juste au début de l'Internet. Et j'étais embauchée en étant PDG pour America Online Content. Peut-être pas l'informatique nécessairement, mais c'était 1996. Juste au début, il n'y avait que des chat rooms, dial-up. C'était lent, c'était lourd. Et c'était vraiment une question clé. Qu'est-ce que c'est the content on the Internet? Et encore, tout le monde se moquait de nous parce qu'ils pensaient, oh, l'Internet, ça ne va pas grandir et tout ça. Maintenant, tout le monde porte un smartphone et prend pour acquis qu'on peut accéder à Google et Facebook quand on veut. Mais America Online, c'était vraiment le début et c'était vraiment encore une situation de diversité, de mixité. On avait et aussi de fonction parce que c'était vraiment... Pour beaucoup de gens, la première fois que les ingénieurs travaillaient avec les créatives. Parce qu'il y a une culture à Silicon Valley qui est différente et il y a une culture Hollywood qui est différente. Et souvent, les deux ne marchent pas très bien ensemble. The business models different. On va parler de ça plus tard. Alors, mais ça a très bien marché parce que chaque semaine, autour de la table, on avait tout le monde. Le Chief Technical Officer, il avait 24 ans. Moi, j'étais le plus âgé, mais l'âge moyen d'America Online à cette époque-là, c'était à peu près 23-24 ans. Et après moins d'un an, on a arrivé à avoir le point mort, break-even. Et on avait 4 millions de gens qui venaient tous les jours pour voir notre content. Et c'était plutôt dans entertainment parce qu'on était à Los Angeles. Et par exemple, encore, on invitait plein d'artistes qui étaient curieux de qu'est-ce que c'est l'Internet, comme George Clooney, qui commençait sa carrière. Britney Spears, elle avait 15 ans. Et ce jour-là, she burned out all the servers of AOL. AOL went down because we had an interactive talk with Britney and all of her fans, 15-year-old girls, completely shut down America Online. Mais après 3-4 ans, ils ont fusionné avec Time Warner et je ne pouvais pas partir pour New York, tout était à New York. Et en fait, j'ai eu l'idée de lancer une société 3 ans avant de YouTube. Parce que j'avais des ingénieurs extraordinaires de AOL. Et on s'est dit, mais pourquoi pas démocratiser la vidéo et utiliser le message boards à l'époque, tagging, toutes les choses qu'on voit maintenant à YouTube. Mais le problème est qu'on était trop tôt parce que le digital camera was really not invented. It was just webcams and the broadband wasn't fat enough. So, j'ai eu l'argent, quelques investisseurs et tout ça, mais on n'arrivait pas parce que c'était le dot-com bust, tout le bubble burst, and on n'arrivait pas, plein de sociétés, on n'arrivait pas à trouver le capital pour la prochaine étape. Et ça, c'est un bon exemple d'être trop tôt dans le marché, parce qu'il n'y avait pas les consommateurs prêts à vraiment utiliser notre plateforme. Et après ça, je suis allée à l'autre côté de la table. Je suis devenue venture capitalist. Et j'ai travaillé avec un fonds d'investissement qui s'appelle SoftBank Technology Ventures, de 1,6 milliard de dollars pour investir
dans l'informatique, dans les startups. Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire. 1,6 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent d'investir dans les startups. Et c'est pour ça que je pense que le bubble burst, parce qu'il y avait trop de capital et pas assez de sociétés à cette époque. Mais j'ai aussi vu que souvent, j'étais la seule femme dans la pièce. Il n'y avait que des hommes blancs qui étaient en train d'investir dans des gens qui étaient comme eux. Que c'était la première fois que j'ai rencontré quelque chose comme ça, parce que avant, j'ai travaillé tout le temps avec des femmes, avec des vieux, avec toutes les nationalités, toutes les couleurs. Et là, Silicon Valley, c'est vraiment quelque chose vraiment très spécial, different. Et j'ai regardé les chiffres et j'ai vu que moins de 7% de capital est investi dans les sociétés qui sont au moins une femme. On ne parle même pas de femmes PDG ou femmes majoritaires, enfin, une femme dans l'équipe. Et même si on voit que d'avoir des femmes dans l'équipe, ça donne plus de productivité, plus de rentabilité, plus de retour sur investissement, return on investment. Et il y a plein d'études par Harvard, Dow Jones, Boston Consulting Group, McKinsey, que la mixité donne des meilleurs résultats quand même. Il y avait même un rapport par Dow Jones qui ont regardé des sociétés qui ont reçu venture capital et qui ont eu de bonnes réussites. Ça veut dire IPO ou d'être racheté par une société. Et plus de 50% de ces sociétés ont eu une femme qui faisait part de l'équipe au début, des fondateurs. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé, avec mon business partner, de lancer the Women's Venture Capital Fund. Pourquoi pas? Parce qu'évidemment, il doit y avoir plein de sociétés qui sont quasiment ignorées par la communauté Venture Capital. Ils doivent avoir un good deal flow. Alors, on a présenté le plan à mon réunion de Harvard Business School, 25e. C'est quelque chose de très américain. On fait plein de réunions avec nos classes tous les 5 ans. Mais on a présenté l'idée, le plan et tout ça à quelques dizaines de femmes de notre classe. Et presque toutes les femmes ont écrit des chèques, money, pour investir dans notre fonds d'investissement. Et alors, on a commencé, on a créé ce fonds d'investissement. Et on a investi déjà dans 5 sociétés Series A. Alors, ça veut dire des sociétés après le début, après Alpha, après Beta, où ils touchent leurs customers. Parce qu'on voit, surtout en Amérique, Silicon Valley, tout ça, il y a assez de gens qui investissent au début, angels, des anges. Mais pour Series A, pour revenir à la prochaine étape, les fonds d'investissement ont devenu tellement grands, 100 millions, 200 millions, 500 millions, que d'investir 1 million ou 2 millions, ça c'est le montant que nous on investit, c'est trop petit pour eux. Ça ne fait pas beaucoup de différence. Ils ont besoin de placer l'argent, parce que ce n'est pas leur argent, c'est l'argent des autres. Caisse de dépôt, Compagnie Générale des Eaux, des grandes sociétés qui investissent dans ces fonds d'investissement et c'est leur responsabilité fiduciaire de bien gérer cet argent et de le placer, de ne pas garder dans la banque. Alors, c'est vraiment une opportunité pour nous aussi dans cette étape de financement de Series A. Et alors, on a investi une société de télécom à Seattle, à Portland, Idaho et 2 à San Francisco. Et so far, so good. Notre plan d'investir encore dans 6 ou 7 sociétés et après de lancer un autre fonds qui est plus grand. Il y a beaucoup de deal flow. Comment on dit deal flow? C'est le même mot apparemment. Deal flow? Ça veut dire tous les deals, toutes les sociétés, les business plans qui viennent. On reçoit à peu près une quarantaine de business plan par semaine. Mais là, is that Entertainment Asylum? Attendez, votre T-shirt. Oh my God,
C'était à peu près le même logo que nous à AOL. Voici, il l'a mis pour moi. Qu'est-ce que je disais? Oui. Mais moi, je regarde la possibilité d'établir un fonds d'investissement ici en Europe. À peu près même critères, parce que je reçois beaucoup d'intérêt par des Français, des Allemands qui disent « il faut absolument que vous fassiez quelque chose comme ça », mais aussi, qui est intéressant, la raison pour laquelle, ça c'est ma dernier truc, et on va faire plutôt interactive, mais que Silicon Valley a commencé dans les années 60 parce qu'il y avait un truc qui s'appelle SBIC, Small Business Investment Corporation. Et alors, ils matchaient 2 fois le fonds que vous avez eu. Alors, par exemple, SoftBank, s'ils ont géré 500 millions, le SBIC va mettre 1 milliard. Alors, ça donne 3 fois le montant pour investir dans les sociétés. Et ça, je ne vais pas aller trop haut dans le financement, mais c'est un fonds qui est très intéressant pour les investisseurs aussi parce que ça ne coûte pas leur part. C'est un instrument qui est plutôt dette, mais très bas intérêt. Et maintenant, ça existe en Europe aussi par le EU, le European Investment Bank. Il y a un truc qu'ils matchent. Alors, si on arrive, nous, à avoir 50 millions par caisse de dépôt, de Deutsche Bank, Credit Suisse, des gens comme ça, ils sont prêts à matcher 2 fois ce qu'on a eu et après, on peut investir. Alors, c'est pour ça que je suis très intéressée de rencontrer des jeunes comme vous pour le deal flow. J'espère. Qui ici est intéressé à devenir entrepreneur? Ah oui, alors plus que la majorité. OK, très bien. Alors, qui est intéressé de devenir bancaire? No one. Ça, c'est un problème. Non, mais vraiment, parce qu'on parle toujours que les filles doivent aller dans sciences, technologie et tout ça, mais aussi dans la banque, parce qu'il n'y a pas assez de mixité dans les banques. C'est pour ça qu'ils vont, les gens, il y a plein d'études, mais les gens investissent dans les gens qui sont comme eux. Alors, c'est pour ça qu'ils doivent avoir plus de femmes dans le venture capital, comme moi et mon partenaire. Et notre équipe, on est une équipe qui, pour bien regarder les business plans, qui est gérée par une équipe qui est plus diverse. On va aller à la partie qui est beaucoup plus intéressante. Qu'est-ce que vous pensez que les investisseurs cherchent? What do investors look for quand ils regardent un business? C'est pour décider si il ou elle veut mettre l'argent dans la société. Et je vais commencer par une, mais j'ai à peu près une vingtaine des critères clés simples, très simples. C'est pas, quantum physics, mais quelque chose de très simple que les investisseurs cherchent quand ils regardent. Alors, je vais commencer avec le premier, moi, je pense le plus important. C'est retour. Return on investment, évidemment, right? Parce qu'on met l'argent et on veut voir que notre argent a grandi. Et sinon, on va le mettre dans la bourse, on va acheter des actions, des trucs comme ça, une maison, une voiture. Alors, si on met l'argent dans une société, on veut voir qu'on aura notre argent plus quelque chose au-dessus. Et dans le venture capital, ça doit être au-dessus de le retour qui se trouve dans le marché public. Alors, ça veut dire pour une start-up, it's exit. Right? Et il n'y a que 2 façons qu'on peut exit. Et ça, c'est IPO, devenir public comme Facebook, Google, Microsoft. Ou M&A. Je mets ça juste comme ça, mais ça, c'est de vendre la société. Comme j'ai fait avec mes cartes. Et ça, c'est souvent très dur pour un entrepreneur de laisser aller sa société.
Mais ça, c'est la seule façon de vraiment trouver un exit, une sortie de ce start-up. Quoi d'autre? Don't be shy. Non, moi, ce que je veux savoir surtout, c'est combien les investisseurs rachètent une société. Quoi? Ça rapporte, combien les investisseurs rachètent une société, si ça rapporte beaucoup à celui qui l'a monté. Ça dépend des termes, ça dépend de la société. Mais il faut que ça soit, par exemple, AOL, quand j'étais à AOL, c'était dans ma période 6 fois, 6 times. Oui. Je me demandais, il y a pas, enfin, quand on monte une start-up, on ne peut pas la continuer tout simplement Oui, mais sans nécessairement des investisseurs. Vous pouvez racheter leur part. Racheter la part des investisseurs? Oui, Oui, d'accord. Oui. ouais, parce que ils vont pas. Normalement, c'est 7 à 10 ans. Alors, nous, on a mis. Et je parle de les venture capitalists. Hein, mais non, nous, on a investi dans 5 sociétés. Il faut attendre 7 à 10 ans pour avoir le retour. Hein. Mais dans l'informatique, souvent, c'est beaucoup plus court parce que les choses changent tellement. En fait, c'est mieux de laisser aller et de commencer quelque chose d'autre. You know? Quoi d'autre? Oui. Vous pensez que le rachat de WhatsApp par 20 milliards par Facebook, ça leur a rapporté vraiment, ça allait vraiment les 20 milliards? Ah oui, ils ont bien fait. Mais, yeah. Vous parlez de Snapchat? Non, WhatsApp. Non, WhatsApp. WhatsApp, oh, OK, yeah, oh, yeah, ils sont bien. Ils sont à Los Angeles. Ouais, mais ça vaut vraiment 20 milliards le truc? Oh, Le truc, c'est quand même. c'est une question. Ça, c'est le problème avec business. On ne sait jamais le résultat qu'après. You know, c'est un peu comme la question 42. You know? Oui. Innovation. Alors, like the product, the IP, the intellectual property. Comment on dit intellectual property? Intellectual, OK. Yeah. Ça, c'est évident. Ouais, ça, c'est quelque chose de nouveau. Souvent, c'est dur. Les gens vont se moquer. Ils vont dire, mais pourquoi? Premier ordinateur, ils pensaient qu'il n'y aura que 6 dans le monde. La voiture, l'avion, mais c'est l'innovation, c'est sûr. Quoi d'autre? Il y aura la maturité du marché. Maturité ou la taille? Non, la maturité. Le bon temps. The timing. Timing, OK. Alors, ça, c'est 2 trucs sur ma liste, en fait. Alors, d'abord, je vais parler de taille de marché. On appelle ça TAM. Alors, that is Total Addressable Market. Right? Alors, c'est beaucoup plus intéressant si c'est World Domination comme Facebook. Si c'est un petit épicerie au coin de la rue, il ou elle, c'est un entrepreneur comme mes parents, mais ils n'ont pas besoin de capital et les capitalistes ne sont pas intéressés, sauf s'ils veulent créer une chaîne de restaurants, une chaîne de fleuristes, une chaîne que la vision est grande. Et aussi, timing est très important. Comme je disais avec notre société de YouTube, ça s'appelait Vidville. Alors, Vidville, on était trop tôt. Alors, souvent, c'est une question de timing, de quand est-ce qu'il faut rentrer dans le marché. Et aussi, qui fait part de timing. Et où est-ce qu'on est dans le cycle du produit, the product life cycle. Et la plupart du temps, on ne sait jamais, mais il y avait quelque chose avant Facebook, il y avait quelque chose avant MySpace, il y avait quelque chose avant Friendster, il y avait quelque chose... il y avait plein de trucs qui venaient, qui agrandissent le marché, qui en fait a préparé le marché. C'est la taille, le nombre de clients.
Et ça, c'est time. Chaque entreprise fait travailler le marché, que c'est plus des early adopters et que c'est la plupart du marché. Alors, c'est évidemment toujours une question de timing. Souvent, les sociétés qui commencent trop tôt, en fait, c'est comme like a farmer who prepares the soil and lets somebody else put the seed in. Quoi d'autre? Ouais. L'avancée du projet, enfin, les risques qui sont pris selon l'avancée du projet. The project is already in the beta situation or before or after, and the risk depending on that. That's true. That's a good one. I would say that's, j'avais ça, attendez, stage. En fait, je vais mettre ça dans ce que je dis fit, parce qu'il faut regarder ça dans les yeux d'investisseurs, right? Et ça, c'est très important. Pour moi, ça fait part de fit. Parce qu'il y a plein d'investisseurs qui adorent les trucs qui sont très alpha. Ils veulent absolument, c'est leur domaine, c'est leur expertise, ils adorent ça. Ils peuvent rentrer très tôt avec beaucoup moins d'argent. Il fait part de la décision de toutes les prochaines étapes. Alors, c'est le stage. Pour nous, on investit après bêta, que ça soit déjà dans le marché et on touche déjà les consommateurs, parce que ça réduit le risque. Et on voulait absolument que notre fonds d'investissement marche. Mais souvent, pour le alpha, ça, c'est plutôt des anges, angels, qui ont fait beaucoup d'argent et peuvent utiliser leur talent. Par exemple, notre première société qui s'appelle Ivy Core, c'est un SMS pour les entreprises. Et notre co-investors était Nick Hauser, qui était CTO of AT&T Wireless, et John Chappell, il était fondateur de Nextel, qui est une autre télécom company. Alors, eux, ils ont investi dans Ivy très, très tôt, beaucoup plus tôt que nous. Mais, ils aiment ça. Ils aiment travailler avec les ingénieurs, d'être juste vraiment au début. Un autre truc sur le fit, parce que ça, c'est quelque chose que je vois peu souvent que les gens réalisent, c'est la géographie. C'est très dur pour un investisseur d'investir dans quelque chose qui est 3000 kilomètres de loin. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des centres d'innovation. Silicon Valley, Lyon, c'est un bon exemple. En fait, j'étais juge à une compétition le week-end dernier qui s'appelle The Falling Walls Conference. Il y avait même Angela Merkel qui était là. C'était pour célébrer the fall of the Berlin Wall. Et il y avait une trentaine de sociétés, des startups, qui présentaient leur idée avec une vingtaine de juges. Et la société qui a gagné, c'était une société française de Lyon. Mais ces investisseurs venaient plutôt de la Suisse, de Lyon, pour au moins commencer à cette époque. Au début, the alpha, beta, tout ça, c'était un truc pour glaucoma dans le biotech. Mais normalement, quand on regarde géographie, les investisseurs aiment bien être proches de leur investissement. Pas seulement donner le capital, mais aussi les réseaux, les contacts, l'expertise. Et c'est beaucoup plus facile de se rencontrer dans un café. Et je vois qu'il y a beaucoup d'activités en Berlin. Maintenant, il y a plein de incubators. Ici, ça commence aussi en France, des incubators, accelerators et tout ça, for the deal flow. Et ça fait des centres d'innovation et ça attire les investisseurs. Un autre truc sur le fit, et je dis fit, ça veut dire que ça fits you, sur mesure. The stage. No, pardon. The sector. Stage, geography, and sector.
évidemment, si un investisseur est expert en biotech, il ne va pas vraiment investir dans l'informatique et vice-versa. Alors, je ne peux pas dire que le nombre de business plans qu'on reçoit des entrepreneurs dans clean tech, biotech et des trucs comme ça. Et nous, comme je disais, on investit 1 million, 2 millions dans cette étape-là. Et alors, il faut que ce soit capital efficient. Que pour arriver à la point mort, ça va pas prendre 100 millions de dollars, comme un truc d'infrastructure ou des trucs comme ça. Nous, on veut quelque chose où, en fait, le frais marginal, ça veut dire, un bon exemple, c'est un film. Alors, dès qu'on couvre les frais de la production d'un film, tous les billets qui sont vendus, c'est cash. Hein, parce qu'on a déjà couvert tous nos frais de production. Alors, ça veut dire que the marginal cost, le frais marginal, est presque zéro. Alors, ça, c'est capital efficient. Et c'est pour ça que j'aime bien le média comme AOL, MTV, parce que dès qu'on couvre nos frais, les chiffres d'affaires, c'est quasiment pure cash. Quoi d'autre? J'ai une vingtaine. Oui. Image. Des sociétés comme Uber ou Airbnb qui, en même temps, ont beaucoup d'argent, mais ont des petits problèmes de procès. I would say, peut-être la réputation and the brand. Mais la raison pour laquelle j'hésite est que ça, c'est plutôt early stage et ils n'ont pas vraiment eu encore l'opportunité de vraiment solidifier leur marque, leur branding et tout ça, et leur réputation. Mais je vais le mettre parce que c'est important, en fait, d'avoir une idée de ce qu'on représente. You know, MTV, Music Television, irreverent. On est le contraire de Albania. You know, de trouver vraiment qu'est-ce que c'est notre culture et d'être capable de communiquer pas seulement à des investisseurs, mais surtout à nos consommateurs. Parce qu'on n'a pas un business sans avoir des clients, des consommateurs, customers. No customers, no business. Mais un truc qui est évidemment très important is management team. L'équipe. Ça, c'est très important. Souvent, on voit que c'est les mêmes gens qui reçoivent le capital serial entrepreneurs parce qu'ils sont bien networkés et tout ça. Alors, les investisseurs le connaissent. C'est presque comme un club. Mais vraiment, quand on regarde des trucs avec a dry eye, on dit, un œil sec, et qu'il faut que le management team a pas seulement l'expertise, mais aussi une bonne balance, a balance. Pas trop ingénieur, pas trop vente, pas trop finance, mais que tous les parties d'une société marchent bien ensemble et sont écoutés, they listen to each other. You know, parce que tout le monde a quelque chose à apporter pour que la société marche. You know, je vois souvent, par exemple, très fort ingénieur, mais la première chose, Facebook, c'était un très bon exemple avec le film. Il faut ajouter l'expertise de management, de finance, de marketing, de business model et des trucs comme ça, pour que ça arrive à survivre. What else? On cherche. En étant, pensez comme un investisseur. Oui. Les synergies. Synergy? Oui, ça, moi je pense que ça fait part de le management team. Mais j'ai déjà dit à quelques trucs, j'ai donné quelques... Here, I'll give you one. That's good. Strategic partner. Par exemple, Disney. J'avais Disney comme strategic partner, ça a ouvert beaucoup de portes pour moi. Les artistes chez MTV, c'était des strategic partners, ça a ouvert beaucoup de portes pour moi. J'ai vu une société de Canada, très intéressant, ça s'appelle Lumoplay, dans le nord de Canada, un petit village Canada.
Red Rock University, il y a plein d'ingénieurs là. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas de distractions. Mais elle a présenté sa société à une autre compétition à Montréal où j'étais juge. Et de base, Pico Projection. Est-ce que quelqu'un ici connaît Pico Projection? Pico Projection, que ça réagit à ce qu'on touche. Alors, tu mets the iPhone or the iPad to the projector. Projection. Where is it? Oh, there it is. So you put it there. And on peut le toucher comme un iPad with the light beams. Alors, elle a à peu près 4000 installations. Elle a développé ça toute seule avec ses copains, des autres ingénieurs. Elle a fait des installations à Google, à Microsoft, à Charles de Gaulle Airport. Et là, elle a développé le produit pour le consommateur, for the consumer, pour $300. Et elle est en train de parler avec Hasbro, qui est une grande société de jeux. Et eux, ils sont prêts, j'ai parlé avec eux, ils sont prêts à faire le manufacturing, fabrication, le marketing, distribution et tout ça. Alors, moi, je pense que ça va être le jouet de 2015 ou peut-être 2016. Je parle de ça, pourquoi? Ah oui, strategic partner. Right? Alors, l'Humoplay est très intéressant, mais ça réduit le risque. Si elle est au lit avec Hasbro, ça donne plus de sécurité et ça minimise le risque. American phrasing, in bed with Hasbro. Alors, parce que the return is often goes with the risk, right? But the risk is reduced with the partnerships that you have. Quoi d'autre? Oui. Aussi le temps que ça va mettre pour le retour sur investissement. Bien. Je sais pas si on peut différencier ça, mais... Well, moi, ça c'est bon parce que ça fait part de the business plan and the business model. Je mets les deux là parce que je pense que... OK, so the business plan, ça prend toutes ces choses en compte, mais ça vraiment donne aussi les prévisions, les projections des chiffres d'affaires, des frais. Quand est-ce qu'on va arriver à alpha? Quand est-ce qu'on va arriver à bêta? Quand est-ce qu'on va... Par exemple, dans le biotech, ça peut prendre des années pour avoir toutes les approbations. Mais les gens qui sont bien... qui ont l'expérience dans le biotech, ils savent ça. Ça, c'est quelque chose que... The fit, right? The sector. Alors, les gens dans le biotech, ça peut prendre 10 ans. J'ai vu une société d'Israël à Berlin et ils ont inventé quelque chose pour combattre les maladies comme Ebola, mais ça va lui prendre 10 ans pour arriver au marché. Aussi, un autre truc qui fait part de business plan, et ça c'est, des projections, des chiffres d'affaires, avec tous les, go-to-market strategy. Comment on va mettre nos produits dans le marché, mais aussi comment on va faire l'argent, the business model. Comment on va soutenir ces sociétés, comment on va payer tout le monde, comment on va grandir. Il n'y a pas beaucoup de choix dans la façon que les gens font l'argent dans les sociétés. There's abonnement, il y a la vente directe, transaction, et il y a advertising, la publicité. Alors, il n'y a pas grand-chose à vraiment choisir entre le top line, on dit, les chiffres d'affaires, mais c'est aussi en relation, si ça peut marcher avec les frais de fabrication. Oui. Par rapport au produit, les forces, les faiblesses, les opportunités dans l'environnement et les menaces sur le SWOT. Competition. La compétition. Et ça, je suis très contente que vous avez dit ça parce que souvent on pense plusieurs choses sur la compétition.
d'abord que c'est des grandes sociétés. Souvent, the threat, la menace n'est pas nécessairement les grosses sociétés. Parce que souvent, ils ne sont pas du tout au courant de qu'est-ce qui se passe avec les jeunes, par exemple. Avec tout ce qui change, par exemple, dans la consommation de nourriture et tout ça. Je sais, mon fils, il a 24 ans, ma fille, elle a 22 ans. Et tous leurs copains veulent le bio et tout ça. Alors, dans le marché de la nourriture, tout est vraiment en train de changer. Et ce n'est pas les grosses boîtes nécessairement comme Nestlé qui est la concurrence, c'est la concurrence de les nouvelles sociétés qui est en train de sortir et d'être en competitive in that startup community. Et l'autre truc est que souvent, I'm going to say this in English. In Hollywood, many times you'll have like 4 movies on Julius Caesar. I don't know why, but there's some sort of universal, collective, unconscious that everybody has the same idea at the same time. And that's the same thing that happens in a lot of things. So when we get our business plans in our deal flow, I'll probably see 5 business plans for buying wedding stuff, marriage stuff, pour le mariage. You know, I don't know why, but that week, everybody's thinking about marriage. And so, ça, c'est quelque chose qui est très important, surtout pour les investisseurs, parce que si je vois un autre business plan pour les mariages, je ne vais même pas regarder. Mais un autre truc à dire pour la compétition, que souvent, les grandes boîtes sont plutôt des strategic partners. Que ça, c'est aussi une façon d'avoir un genre de capital sans avoir un venture capitalist qui rentre dedans, qui, support, par exemple, Vitamin Water, c'est un genre d'eau en Amérique. Ça, c'était racheté par Coca-Cola. Parce que Coca-Cola voulait avoir, comme la société de cartes, voulait avoir la part de marché, l'expertise sur le marché, the brand, la réputation et tout ça. Alors, c'est souvent, il y a des surprises de qui est le compétiteur et qui n'est pas le compétiteur, qui peut être partenaire, qui peut être pas partenaire. Quoi d'autre? Ouais. Le cadre légal. Yes. Alors, je vais dire regulatory and legal. Alors, si l'investisseur voit que les choses sont en train de changer, ça peut donner une opportunité, surtout dans carbon credits, par exemple, dans green truc. Ou ça peut donner pas envie du tout, parce qu'il y a trop de contrats dans le niveau de les régulations pour faire sortir un produit. Aussi, un autre truc qui fait part de ça. Ah oui, Amand. Ah oui, Bien. je voulais parler de la législation et des réseaux politiques. Mm-hmm. Vous voulez dire quelque chose sur ça ou? OK. D'accord. Non, c'est très important. Par exemple, EU, avec le European Investment Bank, avec le matching thing, ça, c'est très positif. Alors, c'est quelque chose qui peut donner envie aux investisseurs de faire part, parce qu'il y a plein de supports. Par exemple, aussi, j'ai lu l'autre jour sur le New York Times, il y a un genre de crédit sur les impôts pour des R&D, Research and Development, des sociétés de R&D. Alors, Microsoft, Google et tout le monde est en train d'établir leur siège social en France, parce que c'est très intéressant pour eux, parce que ça réduit leurs frais en Europe, en général. En fait, dans ce cas-là, la France est compétitive vis-à-vis de l'Allemagne. Je plaisante. Quoi? Je voulais parler notamment des projets de loi vis-à-vis, par exemple, de la vie privée, des big data, des choses comme ça. Enfin, des réglementations en général sur les produits. Ah oui, le contrat en personal security. Voilà, par exemple. Oui, ça fait part de ça. Ça, c'est sûr. Hein. Oui. Pour rentrer dans
lance le projet. Ouais, ouais. Ouais, je vais mettre seulement culture parce que il n'y a pas assez de place, mais oui, c'est vrai. Quoi d'autre? I'm going to put this up. Ça, c'est probablement le plus compliqué de tout, mais terms. Valuation. Right? À quel prix vaut ta société? Et quels sont les termes qu'on cherche vis-à-vis investisseurs? Parce qu'on ne veut pas être écrasé, mais on veut aussi avoir la bonne valeur. Et c'est très dur avec un start-up d'estimer qu'est-ce que c'est la valeur de la société. C'est facile avec les sociétés qui sont publiques parce que le prix des actions change et on peut voir la valeur de Microsoft, la valeur de Facebook, la valeur de et les nouveaux, Alibaba, ils ont mis un prix là. Alors là, c'est presque une machine qui marche sur la valeur de la société. Mais pour les startups, c'est très dur. Et une chose que les entrepreneurs font, que je vois souvent, qui n'est pas une bonne idée, que je conseille de ne pas faire. Et par exemple, souvent, on lance des sociétés avec l'argent de la famille ou des amis, oncle Robert Jean, maman, les sœurs, les frères et tout ça, pour au moins commencer quelque chose. Et ils disent, OK, pour 10 millions, 10 000 $, je te donne 10% de ma société. Alors, boum, la valeur de la société est 100 000 $. Les investisseurs qui cherchent le retour sur tout ça sont souvent coincés parce qu'ils ne pensent pas que la valeur est bonne. Alors, si c'est down round, si la valeur est plus bas que oncle Robert Jean a donné, ça fait beaucoup de complications pour les investisseurs de réduire la valeur. Alors, la meilleure chose que je conseille est de faire un convertible note, parce que c'est seulement un prêt. Et si les choses réussissent pour la société, vous avez besoin de capital, des venture capitalists, c'est à ce moment-là que vous négociez la valeur de votre société. Et aussi sur les terms, souvent ils demandent plein de termes et tout ça. Et il ne faut pas avoir peur. En fait, je sais qu'en Europe, c'est plus facile qu'en Amérique, parce que les contrats en Amérique sont très épais. Je me souviens, en travaillant en Europe, tout est couvert par les codes, et partout en Europe. Alors, c'est beaucoup plus facile de faire des contrats ici, et il y a aussi des notaires. Alors, en fait, les entrepreneurs, peut-être c'est un peu plus compliqué pour lancer une société opérationnellement, mais légalement, moi, je personnellement trouvais que c'est beaucoup plus facile ici que là-bas. En fait, c'est les avocats qui gagnent l'argent. Quoi d'autre? Je pense que ça, c'est bien pour le timing. Comment? Pour le timing. 10 minutes. OK, je vérifie un peu. Oui. OK. Questions? Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs investisseurs, s'il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent dans s'il y a déjà des investisseurs, ça peut freiner d'autres investisseurs de venir? Ça, c'est une très bonne question. En fait, j'aurais dû mettre ça sur l'écran. C'est qui les co-investors? Et ça dépend, chaque cas est différent. Chaque cas est différent. Alors, par exemple, Ivy, où il y avait les Angels, ils ont investi le début pour l'alpha et le bêta, et nous, on est venus. Et c'est nous qui avons établi la valuation de cette société. Et il y a assez d'exemples, case examples. Et, alors, la valeur de la société, on a dit 25 millions. Alors, on a, pour les gens qui ont été early, ils ont réajouté. C'est seulement une question de mathématiques. Ce n'est pas compliqué du tout. Si on dit que la valeur est 5 millions, après, tout suit.
Si tu mets 100 000, vous avez telle part. Si vous avez mis 500 000, vous avez telle part de ce valeur de 5 millions. Et il peut être aussi une limite de combien les investisseurs vont avoir, 20%, 40%, tout ça. Alors, c'est très possible et en fait très simple d'établir qui va avoir quelle part. Ouais. Est-ce que c'est intéressant? Renforce en fait, c'est-à-dire les reins de la société. Oui, j'ai vu, ça commence là, parce qu'en fait, il y a plein de gens ça revient un peu, parce qu'avec la récession, il y a 5 ans, tout a baissé, mais surtout les fonds d'investissement en Amérique, je parle de que en Amérique, de venture capital. Personne n'était intéressé à investir dans les fonds d'investissement parce que, comme je disais, ça prend 7-10 ans pour avoir le retour. Alors, ce n'est pas liquide. Alors, souvent, normalement, il ne faut pas qu'un investisseur met plus que 10% dans venture capital. Le reste sur la bourse, les stocks et tout ça. Mais ça a devenu 22%. Alors, ils étaient en train de tout couper, tous leurs investissements dans venture capital. Là, après 2 ans, ça reprend. Et en fait, je trouve qu'il y a tellement de capital à Silicon Valley. En fait, ils font ça. S'ils trouvent un bon entrepreneur avec une société qui a beaucoup d'espoir de bien réussir, oui, ils mettent plus d'argent pour mettre à côté. Et, ça réduit le risque pour l'entrepreneur et aussi ça gagne le temps parce que c'est très dur de lancer une société et aussi chercher capital en même temps. More questions? Oui. Est-ce que c'est inévitable de vendre ces sociétés? Pardon? Est-ce que c'est inévitable de se faire racheter par une plus grosse société? Oui, il n'y a que plus façon. Le truc est que il faut que les investisseurs, je parle seulement des investisseurs de l'extérieur, venture capitalists, mais il faut qu'ils aient leur retour. Alors, il y a très peu de moyens qu'ils peuvent avoir leur retour, sauf si l'entrepreneur il a tellement d'argent que ça a tellement bien marché comme Free.fr qu'il peut racheter les investisseurs un bon retour. Et en fait, c'est établi dans les termes, la possibilité. Juste au début, il faut toujours garder ça en tête. Si vous ne voulez pas faire un IPO ou d'être racheté, normalement, c'est couvert par les termes du contrat d'investissement, que l'entrepreneur peut racheter à tel prix les investisseurs de l'extérieur. Si on refuse de se faire racheter par une plus grosse société, elle va créer le même produit en compétition alors? On ne sait jamais. On peut même être complètement écrasé. On va complètement écraser. Ouais. Donc ça risque d'être une très mauvaise décision de garder. Ouais. AOL a fait ça. Dans tech, ça se passe tout le temps. Quand j'étais là, on achetait une quarantaine de sociétés chaque année. Winamp, Spinner, blablabla. Tout écrasé. Ils ont pris le talent, mais ils ont peut-être la technologie, mais ça a fait part de AOL. C'était pas évident. Il n'y avait pas un mur entre les deux. C'était tout absorbé par AOL. Et si on vend cette société, on n'a plus aucun rôle à y jouer alors une fois que c'est Non, en fait, on peut très bien négocier d'avoir un rôle. Souvent, c'est très important que l'équipe reste, que le PDG reste. Et ça fait part de le succès de la société. Souvent. Quoi? On peut se faire racheter et garder le contrôle sur son affaire. Oui, ça arrive. Ça dépend cas par cas. Mais souvent, on veut garder les Steve Jobs et les David Zuckerberg du monde. On ne veut pas qu'ils partent. Et souvent, ils ont des contrats aussi pour rester. Pas d'autres questions? Ah, oui. L'avantage compétitif, c'est-à-dire savoir si le modèle de la société peut être facilement reproductible ou s'il est difficile à reproduire pour un concurrent. Ah oui, ça c'est des intellectual barriers to entry. Barriers to entry. Oui. Ça c'est un bon. That's a good one. Barriers to entry. OK.
Je pense qu'il faut que je finisse là, mais pour faire la conclusion, ça c'est des trucs clés. Il faut être prêt pour présenter à des investisseurs, mais aussi c'est aussi important, je pense, même si vous ne cherchez pas de capital, de garder ça en tête parce que ce sera votre société, ce sera votre passion, votre vie. Alors, il faut toujours réfléchir sur ces questions comme ça. Qui sont les compétiteurs, c'est qui les partenaires, et vraiment toujours poser des questions sur ça. Merci beaucoup.